Winston Churchill, Le pouvoir de l'imagination, de François Kersaudy, lu par Vincent Schmitt. L'histoire, dit-on, ne se répète jamais. Pour Winston Spencer Churchill, pourtant, elle fera une exception. Étrange destin, en vérité, que celui d'un homme brisé qui avait quitté l'amirauté la mort dans l'âme par une sombre journée de mai 1915 et revient s'y installer un quart de siècle plus tard au même poste et dans des circonstances pratiquement identiques. Cette fois encore, la patrie est menacée de destruction. C'est à nouveau d'Allemagne que vient le péril. Et puis, tout comme jadis, les chances de salut de la Grande-Bretagne reposent sur la Royal Navy et sur son premier lord, Winston Churchill. En un quart de siècle, pourtant, bien des choses ont changé dans le monde. La France, naguère si ardente au combat, a perdu toute sa fougue d'antan. L'allié italien a quitté le camp des démocraties pour rejoindre l'Allemagne totalitaire. Le Japon a fait de même. La Sainte Russie a disparu et son successeur soviétique pactise lui aussi avec le nouveau colosse germanique. Même les frères d'armes américains, dont l'intervention avait été décisive en 1918, se sont engagés cette fois à rester neutres. Ainsi, privés d'alliés sûrs, rendus plus vulnérables par les progrès de l'aviation et de l'arme sous-marine, considérablement affaiblis par 2 décennies de négligence catastrophique en matière de défense nationale, la Grande-Bretagne va devoir lutter le dos au mur. C'est exactement le genre de situation qui décuple l'ardeur combative de Winston Churchill. Mais décidément, cette nouvelle chance que lui offre le destin a quelque chose d'irréel, dont il est le premier à s'étonner. Une étrange expérience, comme celle de revenir à une incarnation précédente. C'est un fait, à 65 ans, l'âge de la retraite, l'âge qu'il n'aurait jamais pensé atteindre, le voici réinvesti des responsabilités administratives, logistiques, stratégiques et politiques qu'il avait déjà assumées à 40 ans dans les circonstances dramatiques que l'on connaît. Une réincarnation, en effet. Tous ses proches collaborateurs de l'époque ont maintenant disparu. Fisher, Battenberg, Wilson, Jellicoe, Beatty et bien d'autres encore. Ce sont leurs lieutenants et leurs aides de camp d'alors qui sont maintenant au poste de commandement, comme l'amiral Sir Dudley Pound, premier lord naval. Ce sont même parfois leurs enfants qui commandent à présent les destroyers de la flotte, comme ce jeune capitaine Mountbatten, fils du prince Louis de Battenberg. Dans tout cela, 2 choses seulement n'ont pas changé. Les navires, dont la plupart datent de 1911-1914, et le premier lord de l'amirauté, de 4 décennies plus ancien. À ce survivant d'un autre âge, le destin a accordé non seulement une seconde chance, mais une faveur plus rare encore. Il lui a laissé toutes ses facultés. Car Churchill, écarté depuis 11 ans du gouvernement, mais fort d'une expérience politique et militaire sans égale, n'a absolument rien oublié. Il connaît toujours les modèles, les armements, les vitesses opérationnelles, les blindages et les effectifs de toutes les unités de la Royal Navy, avec l'emplacement de leurs ports d'attache et de leurs arsenaux. Il est au fait de l'état exact des défenses antiaériennes du pays, comme de l'avancement des recherches en matière de radar et de lutte anti-sous-marine. Il n'ignore rien des caractéristiques précises de l'équipement en véhicules, artillerie, mitrailleuses et fusils des troupes terrestres, ni des cadences et des carences de l'industrie d'armement. On le voit, cette mémoire phénoménale héritée de Lord Randolph n'a rien perdu de sa redoutable acuité. Et la stupéfiante énergie de Leonard Jerome anime toujours au plus haut point son petit-fils devenu sexagénaire. L'imagination de Winston, elle, semble même s'être amplifiée avec l'âge, et il est toujours aussi disposé à en faire bénéficier les ministres du nouveau cabinet de guerre, qu'il connaît d'ailleurs tous personnellement. C'est que depuis le début du siècle, il a été leur supérieur, leur collègue, leur détracteur, leur tête de turc, leur inquisiteur ou leur conseiller, et souvent même tout cela à la fois. Bref, on chercherait longtemps dans d'autres pays, à d'autres époques, quelque exemple d'un phénomène comparable. Il n'y en a probablement pas. Winston is back. Tel est le signal envoyé par l'amirauté à tous les navires et à toutes les bases navales britanniques au soir du 3 septembre 1939.